Bonjour Amélie, comment ça va? Bonjour Annabelle, ça va bien et toi? Oui, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Amélie Verne, donc je suis traductrice de l'anglais et de l'italien vers le français de France. Du coup, je travaille dans les domaines de l'informatique, des jeux et jouets, donc jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, loisirs créatifs, même c'est assez vaste. Féminisme, je fais aussi de la traduction de matériel pédagogique et un petit peu de choses plus rédactionnelles comme du marketing et du tourisme. Je fais partie d'un collectif de traductrices et d'interprètes qui s'appelle la Linguistiquerie. C'est une chouette manière de travailler ensemble. On aime bien ça. On a même maintenant des projets pour des clients communs ou des agences pour lesquelles on travaille en commun. Et c'est vrai que c'est un avantage de se présenter en tant que collectif, puisqu'on peut travailler sur des plus gros volumes, plus rapidement. En même temps, on peut harmoniser aussi le contenu. On a maintenant des processus qui sont bien rodés, qu'on peut adapter bien sûr d'un client à l'autre. Mais c'est vrai que c'est une manière de travailler qu'on aime beaucoup. Ouais. La traduction, c'est un métier où on dit souvent qu'on est un peu isolé dans notre coin. Alors qu'en fait, si juste on se voit enfin, nous, limite, on est collègues, en fait, on n'est pas des concurrentes, etc. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est l'avenir un peu du métier de s'allier, en tout cas. Parmi tous les domaines qui existent en traduction, pourquoi as-tu choisi les jeux de société? En d'autres mots, qu'est-ce qui t'a intéressé à te lancer là-dedans? En fait, pour moi, c'est très important de choisir des domaines de spécialité qui correspondent quand même plus ou moins à soit un attrait qu'on a, soit à des facilités dans certains domaines. Moi, enfin, j'aime beaucoup les jeux de société. J'ai vraiment une ludothèque de plus d'une cinquantaine de jeux. Je suis tombée dans la marmite il y a quelques années et c'est vrai que je joue beaucoup en fait. Du coup, pour moi, c'est entre guillemets facile en fait de traduire des jeux de société puisque déjà je vais avoir la terminologie, les mécanismes plus ou moins, ce qui varie d'un jeu à un autre évidemment, mais c'est vrai que globalement je vois à quoi ça ressemble un jeu de société. Euh, Travailler dans un domaine dans lequel soit on a baigné, pour lequel on a un intérêt. Je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus facile et du coup, on va aussi traduire mieux, à mon sens. Et au-delà de ça, le domaine de la traduction de jeux de société, c'est aussi un domaine qui me plaît parce que il est à la fois, c'est à la fois un domaine qui est rédactionnel. Ça va être, par exemple, il va falloir parfois poser un peu un univers, donc ça va être assez créatif, etc. Et d'un autre côté, ça reste aussi assez technique. Et du coup, je crois que, enfin, par exemple, sur tout ce qui est règles de jeu, il va falloir que ce soit précis, etc. Et du coup, je crois bien que c'est ce mix-là qui me plaît aussi dans la traduction de jeux de société. Et c'est vrai qu'il y a plein de domaines de spécialisation qu'on soupçonne même pas en fait, mais si on réfléchit, enfin c'est logique que même des choses qui sont ultra spécialisées, bah, il va quand même y avoir des besoins en traduction et d'où l'intérêt aussi d'avoir voilà plein de gens différents qui viennent d'horizons différents. Il y a des gens qui sont en reconversion professionnelle qui peuvent tout à fait utiliser les compétences de leur ancien métier dans la traduction. Il y a plein de profils différents et c'est ça qui est chouette aussi dans nos métiers, je trouve. Est-ce que la terminologie a un impact sur la façon de s'adresser aux joueurs? Alors, je dirais que quel que soit le domaine de spécialité, c'est très important d'adapter son vocabulaire à l'audience visée. Donc, parfois, il y a des termes qui sont très techniques et très précis pour désigner certaines choses. Mais après, délibérément, on va choisir de ne pas les employer et de choisir plutôt de simplifier le ton et de rendre le contenu plus accessible. Pour donner un exemple concret, dans le jeu de société, il y a un terme qui existe qui est le terme de meeple qui est en fait les petits bonhommes en bois. Je ne sais pas si tu vois qu'il y a dans les jeux de société, voilà. Et du coup, c'est un terme qui est connu surtout des personnes qui connaissent un petit peu le domaine des jeux de société, mais pas forcément du grand public. Du coup, selon le public, on pourra privilégier d'autres termes, comme le terme simplement de pion, par exemple. Ou alors, selon le type de jeu, on pourra dire ça c'est un ouvrier, ça c'est un architecte, voilà, selon le domaine dans lequel le jeu se passe. On ne s'adressera pas non plus de la même manière à, par exemple, un jeune joueur qui a 6 ans qu'à une joueuse qui est expérimentée et qui a déjà une grande ludothèque, ce genre de profil-là. Et du coup, de la même manière, on ne rendra pas non plus le contenu attractif de la même manière, puisque dans un jeu, c'est pas la même chose qui sera recherchée selon les publics. Est-ce que ça, c'est similaire à un mode d'emploi? Mais alors, sur certaines parties, je pense qu'effectivement, on pourrait s'approcher des instructions d'un mode d'emploi.
Et du coup, je pense que, enfin, je vais en profiter pour souligner l'importance parfois quand on traduit d'avoir un support visuel. Parce que c'est vrai que des fois, on lit le texte source et en fait, on ne se rend pas bien compte de les cartes, est-ce qu'il faut qu'elles soient retournées ou non, le plateau, comment ça est agencé, tout ce genre de choses. Et du coup, si on a le luxe de le faire, parce que des fois, en fonction des délais, des intermédiaires, etc., ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, si on peut le faire, il ne faut pas hésiter à réclamer voilà, une photo, la page du site internet qui correspond, si jamais elle n'est pas forcément accessible facilement, ou voir des vidéos même. Ça m'arrivait de réclamer un peu plus de contexte et d'avoir des vidéos en échange. Et ça, c'est vrai que c'est super parce qu'on visualise vraiment beaucoup plus les choses et du coup, c'est beaucoup plus facile de traduire. Et du coup, pour ce qui est des règles des jeux de société, il faut que ce soit très très clair. Donc, quitte à faire un peu limites, un peu des répétitions. Mais les règles, l'objectif, c'est que ce soit vraiment compris et clair et que on se passe pas la question quand on joue de ah bah là du coup les règles elles sont pas claires, je sais pas qui a gagné la partie. Et il y a aussi la nécessité de s'adapter à notre lectorat, comme toujours en traduction. Mais par exemple, je prends l'exemple d'un jeu pour enfants. Il faut se demander, en fonction de l'âge de l'enfant, est-ce que c'est des règles qui vont être lues par les parents ou est-ce que ça va être destiné à des enfants plus grands qui pourront lire eux-mêmes les règles. Donc voilà, si par exemple le jeu est pour les enfants de 3 ans, on peut se dire, OK, je rédige pour les parents. Si le jeu vise plutôt des enfants de 8 ans, là, autant la boîte du jeu que les règles du jeu, on peut penser déjà à les rédiger plus pour ce public-là. Donc c'est vrai que c'est toujours important de garder l'audience visée en tête. Mais en revenant à les cartes de jeu, j'avais joué à Clou, puis à un moment donné, j'ai pigé une carte, puis c'est écrit demander une carte à un joueur. Puis en anglais, c'est écrit demander 3 cartes. Ah oui, oulala, là, il y a eu un petit problème au niveau de la traduction, effectivement. Là, je le remarque parce que je suis traductrice, mais avant, j'aurais pas pensé parce il y avait les deux versions, tu sais. C'est vrai que dès qu'on commence à devoir aller chercher sur le net une explication de règles, etc., on se dit que, bon, soit les jeux, ça peut être des jeux aussi qui ont été rédigés directement en français, hein, mais si c'est une traduction, on peut se dire qu'il y a peut-être eu un souci au niveau de la traduction, peut-être quelque chose qui aurait mérité d'être explicité un peu plus. Je te parlais de créativité, mais c'est quoi la transcréation? C'est l'adaptation d'un contenu source à une langue culture cible. Donc, c'est pas juste traduire d'une langue à une autre, et c'est vraiment important la notion de langue culture, puisqu'on va adapter non pas seulement vers le français, par exemple, mais selon les différents marchés, par exemple le français de France et le français québécois. C'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes réalités culturelles. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte dans la transcréation. Du coup, ça va au-delà de la traduction simplement rédactionnelle. Donc, ça peut être utilisé pour, par exemple, des noms de produits ou des slogans marketing ou pour des noms fictifs, par exemple, dans des œuvres de fiction. Donc, je pense, par exemple, à des noms de villes fictives dans des livres ou dans des jeux, des choses comme ça. J'avais pensé aussi à tout l'exemple des noms de Pokémon. Un exemple que j'aime beaucoup, par exemple, c'est il y a un Pokémon qui s'appelle Sinistea. Donc en anglais, si on décompose, c'est en fait c'est un Pokémon, c'est une tasse de thé. Et puis en fait, c'est un Pokémon spectre. Dedans, il y a une espèce de liquide violet. On ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est un peu quand même sombre, un peu inquiétant comme Pokémon. Donc en anglais, si on décompose le nom, ça fait Sinister et Tea. C'est un mélange de ces deux mots-là. Et la transcréation française, et vraiment, je l'aime beaucoup personnellement, c'est thé froid. Donc thé parce que donc la tasse de thé on garde le T de l'anglais et sinister qui a été retranscrit en effroi. Donc en plus effroi, je trouve qu'au niveau des consonances, on a bien aussi un peu cette notion de quelque chose voilà un peu angoissant, un peu effroi. Je trouve que ça sonne assez dur et qui vient se rajouter à un autre niveau de lecture qui vient se rajouter à ça. Je trouve qu'aussi on entend un thé qui serait froid et par opposition à un thé un peu chaud, chaleureux, etc., ça renforce encore cette idée de quelque chose d'un peu sombre, etc. Et enfin, vraiment, personnellement, c'est une transcréation que j'aime beaucoup. Sinon, pour la transcréation, c'est un service, souvent, c'est rémunéré pas au mot, mais à l'heure, plutôt.
puisque ça nécessite beaucoup plus de travail de recherche contextuelle et de réflexion. Et d'ailleurs, les idées, elles viennent souvent quand on fait complètement autre chose. Personnellement, je sais que par exemple, souvent quand je suis sous la douche ou juste avant de m'endormir, quand le cerveau est un peu au repos et qu'on prend un peu de recul aussi, c'est souvent que là que le cerveau se met un peu en ébullition. Et c'est indispensable en transcréation de prendre du recul par rapport à la source, puisque c'est bien plus que de la traduction un peu littérale. Et en fait, c'est vraiment, l'objectif, ça va vraiment être de retransmettre l'univers ou l'émotion ou une idée qui aurait derrière un certain nom, plus que vraiment traduire le sens et faire un copier-coller, quoi. Puis toi, t'as parlé de Pokémon, mais moi, je pense plus à Harry Potter. Est-ce que t'as déjà eu l'expérience de traduire des endroits ou des noms comme Poudlard ou des maisons comme Gryffondor? Alors, pas des noms propres directement, parce que quand on prend la suite de la traduction d'une saga, il faut suivre la terminologie qui est existante et du coup s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Par contre, j'ai déjà localisé des noms de personnages dans des exemples fictifs, mais voilà, c'est tout. Par contre, ça arrive parfois de tomber sur, par exemple, des dialogues qui sont en rime, donc qui sont des chansons ou des poèmes, ce genre de choses. Donc là, il faut faire un effort de transcréation. Il faut respecter à la fois les rimes, le rythme, les images, les champs lexicaux qui sont employés. Donc c'est dans un peu tous ces moments-là où on se creuse la tête et on cherche des expressions autour du domaine de la mer, de la musique ou d'autres domaines selon le contexte. Pour en revenir à la traduction de Harry Potter, le traducteur français Jean-François Ménard qui a fait vraiment un travail qui est admirable. Donc du coup, on peut décomposer, si tu veux, la transcréation, le processus de transcréation derrière Poudlard. Donc en anglais, c'est Hogwarts. Donc Hog, le cochon, le porc, et Warts, c'est les verrues. C'est un peu presque surprenant par rapport à l'image qu'on a de Poudlard, un peu de l'école magnifique, prestigieuse, etc. C'est presque un peu ragoûtant. Mais après, en même temps, c'est quelque chose qui va bien aussi dans cet univers de sorcellerie, qui est aussi à base de bœufs, de crapauds et de rats et de tout ça. Et du coup, en français, donc ça a été traduit par Poudlard parce que Hog, ça a été traduit par l'art en français. Donc on reste sur cette idée de porc, de cochon, etc. Et alors Words, les verrues, elles ont disparu, mais on a pris un autre élément qui est peu ragoûtant, qui est le pouls. Donc on dit d'ailleurs souvent le lait comme un pouls ou des choses comme ça en français. Donc un pouls de l'art, pouls de l'art, qu'on a collé tout ensemble. Et je trouve ça je trouve que c'est vraiment une belle traduction, surtout que, à l'écrit, ça sonne en plus comme un mot anglais. Et en fait, le traducteur a expliqué qu'on lui avait souvent demandé comment Poudlard, ça se prononçait en anglais. Donc, c'est la preuve pour moi que la transcréation, elle a été vraiment réussie. On a cru que sa traduction était le nom original. Donc, je trouve que c'est vraiment bien, bien réussi comme transcréation. Les livres à Harry Potter n'ont pas été populaires à cause de la version anglaise. Elle a été populaire à cause que ça a été traduit partout dans le monde, puis après tout le monde a commencé à aimer ça. Mais c'est ça, je trouvais ça super cool que ce soit à cause de l'adaptation, tu sais. Bah, c'est sûr, c'est un univers qui est fort, en tout cas, ouais. On sait que le français, c'est souvent plus long que l'anglais à l'écrit, donc comment tu t'adaptes en fonction de l'espace disponible? Oui, donc tout à fait, c'est ce qu'on appelle le taux de foisonnement. On estime que pour dire la même chose, le français, c'est en moyenne 20% plus long que l'anglais. Donc ça fait quand même effectivement une sacrée différence. Alors souvent, on nous recommande d'appliquer ce qu'on appelle le principe KISS, donc Keep it short and simple. Comme en sous-titrage, par exemple, on supprime tout ce qui est superflu. Donc, les répétitions qui sont beaucoup plus fréquentes en anglais qu'en français, on peut supprimer. Tous les mots entre guillemets qui servent à rien. Donc, en anglais, on appelle ça filler words. En français, on dit que c'est des mots qui représentent une fonction fatigue du langage, donc pour maintenir le contact. Donc, par exemple, tous les mots comme tu vois, c'est vrai que, c'est sûr que, ah bon, tous ces petits mots-là, pareil, on peut supprimer dans le sous-titrage. L'objectif, ça va vraiment être d'aller à l'essentiel. Donc, parfois, on peut même supprimer des adjectifs, surtout quand ils sont aussi emphatiques en anglais, the best, the greatest, the most efficient, sauf si, bon, on est en contexte marketing, là, peut-être, ça va être important de les garder, mais souvent, on se rend compte qu'on peut vraiment supprimer plein d'éléments qui sont pas forcément indispensables au contexte. Dans un autre contexte, comme par exemple des boîtes de jeux, là aussi, il faut aller à l'essentiel parce qu'on a une place qui est restreinte.
Donc, parfois, ça implique de passer par des renversements de structure ou par des tournures nominales, ce genre de choses. J'ai proposé récemment à un client d'adopter un pictogramme, en fait, plutôt que donc sur la boîte, il y avait à traduire number of players. Et alors, à la base, c'est pas tellement pour des questions de place que j'ai eu cette discussion avec le client, mais on s'était mis d'accord en fait avant la traduction pour que la traduction soit inclusive. Et du coup, players, alors dans le cadre des règles, c'est plus facile à trouver des termes épicènes, des synonymes, ce genre de choses, ou de changer la structure un petit peu pour que le tout soit neutre au niveau du genre. Mais du coup, number of players, en plus, c'est une expression qui est assez figée, assez dédiée sur une boîte de jeu. On s'attend vraiment à trouver le nombre de joueurs. Et du coup, je me suis dit, pour à la fois faire une traduction qui soit vraiment inclusive à 100%, et en plus, du coup, pour gagner de la place aussi, potentiellement même qu'on peut réinvestir ailleurs, on pourrait mettre un petit pictogramme, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les boîtes de jeux, en plus, un petit symbole avec 2 ou 3 personnages. À côté, on peut mettre un petit symbole d'horloge pour la durée de jeu. À côté, encore un autre avec l'âge minimal requis, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça permet un gain de place. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps la main sur ces décisions-là non plus. Mais là, voilà, c'est un client direct. Je me suis dit, j'ai la possibilité un peu d'entamer la discussion. Donc voilà, j'ai proposé ça au client. C'est vrai que c'est des discussions qu'on peut avoir. Après, c'est sûr que c'est le client, la cliente qui est décisionnaire au final. Donc, on propose, on va dire. De là où on est, on peut malheureusement pas faire grand-chose d'autre. J'essaie vraiment de rendre inclusif mes textes, mais c'est quand même assez complexe parce que c'est un concept nouveau peut-être pour les clients, mais on essaie, on essaie. C'est quelque chose aussi que j'ai fait quand je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de trouver une tournure inclusive. Je me suis levée, je suis allée voir ma ludothèque et je me suis dit, mais comment c'est écrit sur mes boîtes de jeux? Et c'est vrai que c'est aussi un autre avantage de travailler dans un domaine de spécialité qui correspond à nos intérêts, c'est que en fait, voilà, j'ai des ressources qui sont littéralement partout dans mes placards. Est-ce que ton nom apparaît dans les règles du jeu ou le nom du traducteur, de la traductrice? Alors, comme dans pas mal de domaines au niveau de la traduction, c'est malheureusement assez rare. On effectue vraiment un métier de l'ombre où on est un peu des ninjas et si on travaille bien, c'est que ça se voit pas. Donc, on en parle souvent dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est triste que, par exemple, les génériques, souvent, il y a le nom des bébés de la production, des chiens de l'équipe et les noms des traducteurs et des traductrices, on les voit pas trop. Des fois, on a le nom quand même de l'agence qui a traduit, mais du coup, qui éclipse vraiment les personnes qui ont localisé le jeu. Donc, c'est assez triste et assez dommage. Je pense que c'est vraiment un combat un peu qu'il faut. Il faut vraiment un peu se battre pour et militer pour plus de visibilisation et donc en fait plus de reconnaissance. Je pense aussi notamment à tous les contrats de confidentialité qui sont très stricts dans le domaine de la localisation de jeux vidéo et qui font que on n'a souvent pas le droit de citer même les jeux sur lesquels on a travaillé, y compris une fois qu'ils sont sortis. Donc c'est vrai que par exemple pour le portfolio, pour toutes ces choses-là, c'est pas évident. Donc voilà, il faut vraiment faire valoir ses droits. C'est pas toujours évident, mais continuer en tout cas à militer pour que les noms des traducteurs, traductrices apparaissent dans les crédits. Parfois, quand il y a vraiment une traduction qui est bien faite, ça m'est arrivé sur Twitter de voir la communauté qui se mobilisait en disant c'est qui l'a traduit? Et ça, je trouve que c'est super parce que ça donne vraiment du poids et c'est pas tout le temps les traducteurs, traductrices qui se battent pour ça. Voilà, malheureusement, ça reste encore aujourd'hui assez rare. Est-ce que c'est plus facile de traduire des jeux de société ou des jeux vidéo? Alors, je dirais que les enjeux, ils sont différents et de la même manière qu'en fait, l'exercice peut être perçu très différemment selon le type de jeu traduit. Donc, si on reste par exemple dans le milieu un peu des jeux de société, une traduction de jeu de rôle, ce ne sera pas du tout les mêmes enjeux qu'une traduction de jeu de société pour enfants. Si on parle du jeu vidéo, une localisation d'un jeu plus narratif, il n'y aura pas du tout les mêmes enjeux qu'une localisation d'un jeu mobile. Après, dans tous les cas, il y a quand même des contraintes qui sont similaires. Par exemple, c'est important de savoir jongler entre créativité et technicité. C'est important de s'adapter aussi à l'audience du jeu en question. Il y a des restrictions techniques aussi dans les deux cas. Donc, ça peut être des restrictions de caractère,
Ça peut être le respect des balises, par exemple dans le jeu vidéo, mais du coup, ça peut se retrouver un peu dans le respect de la mise en page pour le jeu de société. Donc, on peut quand même faire des parallèles. Pour autant, ça reste des domaines qui sont perçus comme amusants et qui, à mon sens, souffrent aussi d'une problématique un peu commune, à savoir les traductions communautaires par les fans. Alors les traductions communautaires peuvent avoir des avantages et se comprendre pour moi dans le cas où les jeux sont gratuits. Ça existe, il y a des jeux en ligne qui sont gratuits par exemple. Et là, bon, ok, je peux comprendre que ce soit traduit par les fans. Par contre, pour moi, dès que le jeu est monétisé et qu'il y a des bénéfices qui sont tirés du coup du jeu, je trouve ça plus délicat de demander une traduction par les fans, surtout qu'après, il y a des jeux, y compris indépendants, qui se vendent très bien. Et du coup, ça veut dire que les personnes qui ont passé parfois des dizaines et des dizaines d'heures sur une traduction ne sont pas rémunérées. Donc, c'est plus problématique à mon sens à ce niveau-là. Et du coup, vraiment, je dirais qu'il faut faire attention de ne pas se faire avoir et de ne pas brader ses tarifs parce que c'est des domaines qui, du coup, sont vus comme des métiers passion et du coup, sont souvent sous-payés. Et alors que la traduction de ce type de contenu, ça nécessite vraiment des vraies connaissances et des vraies compétences. Et pour moi, il faut vraiment les faire valoir. C'est beaucoup de travail. J'ai essayé de faire ça, moi, sous-titrage. Puis je travaille pour une agence, puis c'était 1,80 la minute. Mais c'est pas la minute que je travaille, c'est la minute du vidéo. Donc, ça me prenait au moins 1 heure pour faire 15 minutes, mais je vais avoir 15 $, tu sais. Donc en fait, le problème que ça crée, c'est que des gens qui avant faisaient ça gratuitement se disent ah bah super, je peux me faire un peu d'argent de poche dessus. Sauf que du coup, quand on est professionnel, en fait, c'est des tarifs avec lesquels on ne peut pas vivre. Donc c'est vrai que ça pose quand même question. Merci beaucoup d'avoir assisté à mon podcast. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'était très chouette. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, je suis essentiellement active sur LinkedIn. N'hésitez pas non plus à suivre la page du collectif La Linguistiquerie dont je fais partie. On essaie de publier régulièrement du contenu. Donc voilà, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus sur notre page. N'hésitez pas à nous suivre.